Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un auteur, compositeur, interprète qui nous fait chanter et danser depuis les années 70 et 80. Si je vous dis « On va s'aimer » et les Sunlight des Tropiques, vous l'avez reconnu, évidemment, Gilbert Montagné est mon invité bonjour et j'en suis Marie. ravie sur KTO. Ça va bien? Ça va bien. Ouais. Et vous, Gilbert? Très très bien. Lumière intérieure, j'aime bien le titre. Hein. Oui, parce que vous Ouais. étiez déjà venu il y a 13 ans sur KTO. Oui, C'était une très belle émission. J'ai eu qui des s'appelait beaux VIP à retours l'époque. d'ailleurs par mail, beaucoup de gens. Et maintenant, vous parlaient. êtes de nouveau parmi nous. Oui. Et je demandais comment vous alliez, puisque on se souvient que vous avez fait une grosse chute au début de l'année. Ouais, c'est vrai. Qui est, enfin, vous en êtes sorti presque miraculeusement, vous le dites vous-même. Ah oui, vraiment. Mais en fait, Impressionnante. sur scène. l'histoire, c'est que c'est pas du tout de mon fait. Au milieu du show, des fois, de mon show, j'appelle une jeune femme si elle veut venir, de l'assistance, et puis qu'on bouge, qu'on danse sur un titre de Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody, que je fais des fois. Et la jeune femme en question, je ne sais pas ce qu'elle a entendu ou surtout pas entendu. À un moment donné, on a dansé, c'était bien, puis je lui ai dit, ben, ramène-moi vers le piano. Mais elle n'a pas compris ça. Elle m'a amené au ras de la scène. Ouf. Évidemment, moi je ne pouvais pas savoir ça. Et donc je suis tombé, une chute de 2 mètres, mais c'était rien. De 2 mètres. Enfin, ça aurait pu être grave, oui. C'est Bon. incroyable, parce que vous n'avez rien eu de cassé. Non, rien eu de cassé. Et vous vous êtes dit, vous croyez au miracle, justement? Vous dites, il y a des étoiles qui veillent au-dessus de moi? Moi, je crois, oui. Je crois à la lumière intérieure et à la lumière du ciel. C'est celle-là qui est vraiment importante. La lumière électrique a été créée, mais il n'y aurait jamais eu de création sans lumière du ciel. Ça, c'est sûr. C'est très joliment dit. Mais vraiment, c'est vrai. Alors, pour vous présenter, évidemment, je citais l'un de vos tubes, il y en a eu d'autres, mais c'est Ouais. l'un des plus célèbres, On va s'aimer. C'est vrai que vous êtes un chanteur-compositeur qui aime faire danser, chanter, et c'est aussi un peu le titre du nouvel opus, du livre-disque que vous nous présentez. Oui. On chante, on Oui. danse, un plaisir, aux ça. éditions Fleurus. Donc, un livre-disque pour les enfants, composé de 10 comptines, Oui. chantées, donc 5 de votre propre création. Voilà. Alors, il y a celle qu'on connaît, Oui. Une souris verte, Oui. Petit navire, Oui. Tourne-tourne, Petit moulin, Pirouette, Cacahuète, forcément, oui. 3 petits chats, et puis les vôtres. Voilà. C'était une très belle expérience, ça. J'étais moi-même surpris parce que je ne pensais pas que ça m'éclaterait tant, quoi. Je ne pensais pas que je prendrais tellement de plaisir à faire ça. Et c'est vrai que ça m'a ramené un peu vers l'enfance, vers le primordial. C'est-à-dire que nous ne sommes rien sans la racine. Et la racine corporelle, c'est l'enfance. Même la racine de l'âme, dès qu'on arrive au monde, c'est l'enfance. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Alors, c'est pour les petits-enfants de, on va dire, moi je dis, je sais pas, de 1 an jusqu'à 4 ans, un truc comme ça. J'imagine ça. J'ai essayé sur ma dernière petite fille, qui s'appelle Ellie, et à Quel 9 âge ans, à 9 9 ans. mois, pardon, n'importe quoi, 9 mois. Et il y a un titre qui s'appelle Dodo, c'est l'heure de faire dodo. Alors, je crois que c'est votre préféré, J'aime bien, ouais. c'est l'heure de faire dodo. Je vous Ouais. propose de l'écouter, D'accord. et on se retrouve juste après. Ne vous endormez pas, hein, Non, on s'endort téléspectateurs. pas, les petits. On s'est promené toute la journée. On a joué à cache-cache. On a beaucoup ri avec les amis. On a fait Gili Gili. Dodo, dodo, c'est l'heure de faire dodo comme le font tous les enfants sages. Dodo, dodo, c'est l'heure de faire dodo comme le font tous les petits oiseaux.
là, c'était l'heure de faire dodo, Oui. mais nous avons aussi dansé, sauté, chanté. Ah oui. Joyeux, le cheval dans mon jardin. Ah ouais, ça j'ai bien aimé ça. Ça, oui, c'est drôle aussi comme histoire. Oui, parce que j'ai toujours, par exemple, à mes enfants, je leur racontais des histoires, je leur créais des histoires tous les soirs, quand j'étais là, évidemment. Et j'ai toujours été passionné de faire parler les animaux. Ouais, vraiment. Par exemple, ça ne m'aurait pas étonné d'avoir un chien qui parle, mais il ne parlait Ah, pas. prochaine comptine peut-être, le chien qui parle. Ouais. Je vous donne des idées. Il y a aussi les fleurs qui chantent. Et là, Mais- elles sont aussi chantées par des petites filles. Lila et Oui, Julia. c'est mignon comme tout parce que là aussi, je chantais ça déjà un petit peu à mes petites filles. Et pour moi, j'imagine les fleurs qui chantent et puis qui bougent, mais les voyants ne les voient pas parce que euh, les plantes ont tout un mouvement corporel, mais ça ne se voit pas forcément. Moi, des fois, je caresse une plante et je sens qu'elle tressaille. Et j'adore ça. Je trouve que c'est beau, vraiment. C'est les découvertes de la vie, les belles surprises, quoi. Et la dernière comptine, puisque je les ai toutes citées, c'est Je m'ennuie maman. Je m'ennuie de maman. Je m'ennuie de maman, Ouais. pardon. Qui est peut-être la plus nostalgique. Oui, c'est-à-dire que je me suis mis dans la tête d'un petit enfant il sait pourtant que sa maman est dans la pièce d'à côté, par exemple. Mais pour lui, ça lui paraît loin. Et puis elle lui dit à demain avant de l'embrasser pour qu'il dorme. Mais qu'est-ce que c'est demain pour un enfant, un bébé? C'est loin. Et alors peut-être que oui, peut-être que je me suis plongé sur mon expérience. Euh, moi, je suis né à 5 mois et demi, prématuré. Et donc, je suis resté en couveuse pendant 3 mois et demi, complètement seul, en fait, parce que les parents, à l'époque, n'avaient pas le droit de venir si près du bébé, parce qu'ils craignaient peut-être les microbes ou j'en sais rien. En tout cas, le fait est que j'étais vraiment seul dans cette petite boîte. Et vous voyez, c'est là que je me suis construit. Je sais maintenant que c'est là que je me suis construit. Et j'ai voulu rester dans ce monde. Et je n'ai jamais regretté, en fait. Donc, je m'ennuie de maman, c'est ça. C'est un petit enfant qui se demande quand viendra demain et si c'est loin. Et j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé écrire tout ça, vraiment. Vous vous ennuyez de votre maman. D'ailleurs, vous revenez sur cet épisode fondateur, votre vie, Ouais. au jardin de ma vie. Oui. Vous en parlez Ouais. dans ce livre. C'est dingue parce que pour ce livre, Au jardin de ma vie, j'ai découvert, moi j'avais jamais réfléchi trop à tout ça, mais j'ai retrouvé vraiment des feelings de la couveuse, des bruits que je n'aime pas toujours d'ailleurs. J'aime pas entendre une valise qui roule, qui vient de loin, ou un chariot qui vient de loin. Et je sais pourquoi. Parce que j'avais peur de ce qu'ils allaient me faire avec les chariots dans les couloirs. Hein. Puis il y avait aussi, je ressentais le doute de certains personnels de santé. Il y en avait qui croyaient que j'allais vraiment bien m'en sortir, mais il y en avait aussi beaucoup qui pensaient, surtout à l'époque quand même, fin 1951, que vraiment c'était foutu, quoi. Mais moi je savais que ça allait aller bien. Voilà, je savais que ça allait aller bien. C'est impressionnant cette mémoire que vous avez. C'est très très rare. Mémoire qui remonte à votre naissance quasiment. Mais j'étais Boris moi-même... Cyrulnik aussi avait une très bonne mémoire. Oui, j'étais le premier Oui, surpris. Hein, parce que ça revienne comme ça et que vous le racontez si bien. Ça veut dire qu'il faut bien qu'on comprenne que les nourrissons ont déjà des facultés mémorielles. Et c'est pour ça que maintenant on sait que c'est très important de parler au bébé, de lui parler normalement et de lui dire beaucoup de choses. J'adore les petits bébés, c'est extraordinaire. C'est des miracles. Hein. Ah, ça, c'est Vraiment. sûr, vous êtes un miracle. Vous êtes un miracle. Est-ce que vous avez, dans votre mémoire infantile, vous avez le sentiment ou des souvenirs qu'on vous avait parlé?
peut toucher, malheureusement. Votre maman vous a pas pu vous toucher tout de Ben suite. voilà, elle n'a pas pu me parler non plus. Mais pas pu pendant vous 3 mois et parler non demi, plus. puisque vraiment, il y avait- Ce qui est exceptionnel, en fait, votre résilience et votre parcours, enfin, sont miraculeux, on parlait de miracle, puisque, bon, il est quand même connu maintenant par la science que les bébés qui ne sont pas touchés, pas manipulés par leur maman au démarrage de la vie, parfois ça peut être compliqué, les problèmes d'attachement. C'est vrai que ça peut poser sûrement des problèmes. Moi, je me suis rattrapé après. Bien rattrapé. Pourquoi ce moment pour revisiter l'enfance? Parce que c'est vrai que vous êtes dans une période un peu de régression. Non, je ne vais pas dire ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez écrit un livre pour enfants il y a 2 ans, Lunacell, où vous continuez à tendre la main aux enfants. C'est peut-être le fait d'avoir des petites filles, des petits-enfants? Ce n'est pas du tout une période de régression, c'est une période de progression. Oui. Justement. Oui. Parce que je crois que plus on sait se rapprocher d'où on vient, Oui. bah, plus on a de chances de savoir où on va. Et ça, j'aime bien penser comme ça. Mais c'est vrai que j'ai un côté, je pense que j'ai jamais perdu ce côté, ce côté infantile peut-être. Moi, je trouve ça bien. Ça me plaît bien. J'aime le réel. Et ça, c'est réel. C'est très réel. Vous avez d'autres projets en lien avec les enfants à venir? Écoutez, vous avez parlé de Lunacell, effectivement, qui a eu un bel écho. Et on est en train de penser au 2e numéro de Lunacell parce que maintenant, Lunacell va commencer à aller chez les gens et les aider. Le premier, on expliquait ce qu'elle allait pouvoir faire. On lui expliquait à elle même les pouvoirs qu'elle allait pouvoir avoir. Et là, elle va commencer à aller vers des gens tout près ou plus loin. Parce que la distance ne sera pas un problème. La distance n'est plus un problème. Vous avez vu maintenant avec les nouvelles technologies, que j'adore, les distances ne sont plus un problème. Vous pouvez parler à quelqu'un bâtiment d'à côté ou à quelqu'un au bout du monde. C'est merveilleux. Enfin, surtout, pour nous, les non-voyants, ça nous a ouvert des portes extraordinaires parce que des gens comme Steve Jobs ont pensé à adapter leur équipement pour qu'on ait aussi, à travers VoiceOver, la possibilité de naviguer sur le net comme vous le faites. Et ça, c'est fantastique. Et justement, on vient des Jeux paralympiques. J'étais même à la finale Cécifoot. Cécifoot, oui. Ah oui, ça c'est impressionnant. Des déficients visuels qui oui. jouent au foot. Nous, à l'école, c'était plus dangereux. Nous, on jouait au foot avec des boîtes de compote de pommes. Et quand tu t'en prenais une dans la tête, ça pouvait faire très mal quand même. Vous jouiez au foot aussi? Oui, un petit peu. Ouais, j'aimais bien. C'est vrai que la performance de ces joueurs est impressionnante. Parce que le fantastique. goal, il faut le savoir, est voyant et il prend beaucoup de buts. Oui, parce qu'on accepte les voyants, nous. On les intègre. Oui, c'est vrai, vous intégrez les voyants. Et il a vraiment bien assuré, c'était vraiment beau. Mais c'est un vrai spectacle, oui. Il faut que, comme on dit, il faut qu'il y ait un après, mais il faut qu'il y ait surtout un maintenant. C'est-à-dire que moi, je veux que les Paralympiques soient en France professionnels, qu'ils soient encadrés comme il le faut, parce que là, ils ont un merveilleux encadrement, mais c'est vraiment dans un esprit bénévole, beaucoup. Donc il est temps maintenant qu'on les considère comme des sportifs à part entière, parce que ce sont des sportifs à part entière. Bien sûr. Et ça, je vais, en tout cas à mon petit niveau, pousser pour que ça aille dans ce sens-là. Par exemple, on a vu que sur la 2, sur la 3, il y a eu un très bel effort. France Télévisions ont vraiment bien travaillé. Et en plus, il y a eu la vocalisation, je ne sais pas si vous savez ça, c'est-à-dire qu'on avait la vocalisation pour les déficients visuels à la télé, en live. Mais c'est important, parce qu'il y a des silences qui doivent être expliqués, meublés, bien sûr, et exprimés, oui. Le petit bémol, c'est que pour que votre boîte Livebox ou autre soit programmée pour que ce soit automatiquement en audio description,
Mais quelqu'un de non-voyant ne peut pas le faire tout seul parce que c'est pas vocalisé. Ah, C'est pas stupide, ça? ça c'est très idiot. Vraiment. Donc, Grâce à vous, ça va changer. il faut, Ah bah absolument. oui, là, On va le faire. en tout cas, vous êtes bon promoteur. Gilbert Montagnier, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Mais je n'osais pas vous le demander, mais je veux bien. Voilà, il y a une Ah c'est la partie où je m'éclipse. OK. Et je vais continuer à vous parler, mais d'un peu plus loin. Enfin, le son sera Très le même bien. pour vous, peut-être. Quoi, que Mais moi, je vous verrai êtes- quand même, hein. Vous avez sans doute une ouïe beaucoup plus subtile que la nôtre, donc vous entendrez peut-être la différence. OK. Mais en tout cas, je vous propose 4 mots, et à vous de nous les éclairer, ces 4 mots, pour voilà, décrypter, éclairer votre parcours aussi. OK. À tout de suite, Gilbert Montagnier. Ne bougez pas, on se retrouve. On se retrouve. Gilbert, vous m'entendez bien? Très bien. Comme tout à l'heure? Très, très bien. Je vous propose mon premier mot. C'est le mot différence. C'est vrai que j'y ai pensé en réécoutant l'interview d'il y a 13 ans sur KTO, où vous disiez tous différents, tous importants. Oui, j'ai pas changé de manière de m'exprimer là-dessus. La différence, évidemment, c'est important. Mais c'est vrai que nous sommes tous différents et tous importants. Et je pense que si on avait mieux divulgué cette image toute simple vers les masses, il n'y aurait pas tous ces gens déprimés chroniques ou tous ces gens des fois qui sont un petit peu agressifs, parce que l'importance, c'est pas fait pour le mal. L'importance, ça devrait être fait pour comprendre qu'on a notre rôle à jouer pour faire le bien et pour donner du positif, pour donner de l'amour, de l'amitié. La différence. La différence. Vous vous êtes toujours senti différent. Comme vous le disiez, vous êtes donc... vous n'êtes pas né aveugle, mais né grand prématuré. Aveugle, c'est effectivement un mot. Malvoyant, c'est un mot que vous n'aimez pas trop. Ouais, maintenant j'ai les deux. Ça va, il n'y a pas de problème. Non, ce qui m'énervait au tout début de ma carrière, il y a donc 50 ans, hein, c'est un peu plus, même 53 ans, c'est que aveugle dans la société, c'était toujours employé à quelque chose de négatif. Ouais, je ne suis pas aveugle, ou des trucs comme ça, quoi. Donc ça m'énervait beaucoup, quoi. Pour moi, j'ai jamais été aveuglé de rien du tout, hein, d'abord, de une. Et puis, moi, j'ai toujours vu de ma façon. Alors, est-ce que je suis né atteint de cécité? Pas loin quand même, parce que quelques heures après ma naissance, c'est là qu'on m'a insufflé un taux d'oxygène bien supérieur à ce qu'on aurait dû, mais ils ne savaient pas, ce n'était pas de leur faute. À l'époque, on testait, on ne savait pas du tout. Donc, moi, j'ai toujours aimé ma façon de voir, et je prétends que j'ai ma façon de voir qui fonctionne très bien. C'est différent, mais important. Cette façon de voir, quelle est-elle? Est-ce que vous pouvez la partager dans le monde des voyants? Difficile. D'abord, ma façon de voir, c'est d'essayer de comprendre les autres, parce que c'est le meilleur moyen, j'ai toujours su que c'était le meilleur moyen de comprendre ceux qui ne me comprenaient pas au tout départ, ou qui ne me calculaient pas, parce que c'était le seul moyen qu'on aille l'un vers l'autre. Et l'important, c'est pas qui va faire le premier pas, mais l'important, c'est que la rencontre se crée et qu'elle se fasse. Et dès l'âge de 3 ans, je savais ça, mais vraiment. Je prenais le métro tous les jours pour aller au seul jardin d'enfants où on nous acceptait en tant que non-voyants. Mais c'était un merveilleux jardin d'enfants, qui est maintenant l'école de puériculture, boulevard Brune à Paris. Et ça a été extraordinaire, ce jardin d'enfants. C'était des monitrices qui, pourtant, n'avaient pas été formées. C'est sûr qu'il n'y avait pas de formation à l'époque. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup maintenant. Donc à l'époque, non. Mais elles avaient compris le modèle. Elles avaient compris qu'on avait notre sens de voir, non seulement par le toucher, mais par la curiosité d'esprit, par le dialogue.
Et je vous disais que je savais ça dès l'âge de 3 ans parce que dans le métro, je me souviens que je sentais les regards très, très forts quoi, des gens qui étaient sûrs que je ne le savais pas, quoi, que je ne pouvais pas ressentir ça. Mais moi, je leur souriais, c'était ma façon à moi de leur dire « T'inquiète pas, c'est vraiment pas grave, hein, c'est pas comme tu penses, c'est pas comme ça. » Mais j'avais des choses merveilleuses dans le métro. J'avais mes fans déjà à l'époque, dès l'âge de 3 ans et demi. Tous les jours à la même heure, on prenait le même métro, les mêmes lignes. Et j'avais des gens qui m'achetaient des bonbons, des petites voitures. C'était vraiment... J'ai eu une enfance très, très, très heureuse, vraiment. Vous avez en tout cas une mémoire phénoménale. Là, vous nous narrez vos 3 ans. Oui. Il y a aussi une anecdote sur votre baptême. Ah oui, mon baptême. Alors, il faut que je vous explique. Mon papa était catholique, maman était juive, elle avait traversé la guerre dans l'horreur, elle avait tellement de fois failli être raflée. Et donc maman a voulu absolument que je fasse mon éducation catholique parce qu'elle avait tellement peur que ça recommence. Et donc mon père, lui qui était catholique, ne voulait pas du tout entrer dans les églises, il avait vraiment eu un blocage avec tout ça. Donc pour vous expliquer, puisqu'on est entre nous, j'ai fait mon éducation catholique, effectivement. Et donc on m'a baptisé vers l'âge de 3 ans. Et je me souviens très très bien de cette église, c'était l'église Saint-Jean-Baptiste qui se situe au coin de la rue des Pyrénées et de la rue de Belleville, si je ne me trompe pas, et parce que moi je viens de Ménilmontant, ouais, c'est mon quartier. Et le prêtre dit, en me versant de l'eau froide sur la tête, « Est-ce que tu veux être chrétien? Est-ce que tu veux être chrétien ?» Et moi je dis « Non, je ne veux pas être chrétien, je veux pas être chrétien. » Et je me rappelle de ma petite voix et de la réverbération de l'église. Bah oui, je me suis dit, c'est ça être chrétien, ah non, je veux pas, hein, c'est trop froid l'eau. Maintenant, puisqu'on parle de ça, il faut quand même remettre les morceaux du puzzle en place. Jésus, en fait, puisqu'on est entre nous, il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Yeshua. Marie, il ne s'appelait pas Marie, il s'appelait Myriam. Vous imaginez, dans le monde hébraïque, Marie, ça n'existe pas. Simon, ça ne pouvait pas être Simon, c'était Shimon. Donc on a vraiment induit les civilisations en erreur, et ça c'est vraiment dommage. Par exemple, je sais maintenant que le monde chrétien est très proche de sa racine, qui est le judaïsme. Et ça me fait très plaisir. On le voit ici, on le voit en Israël, on le voit. C'est très important, parce qu'on est vraiment, vraiment ensemble. Et on a tout à faire ensemble, vraiment. Ce que vous avez autour du cou, Ouais. c'est une référence Oui, c'est judaïque, c'est... un petit morceau de parchemin. Voilà, Oui. un rouleau. Oui, exactement. Et c'est très bien. Enfin, moi, j'aime bien tout ça. Et encore une fois, le judaïsme, c'est le berceau du christianisme. Sans berceau, il n'y aurait pas eu de bébé, hein, clair. Donc voilà, c'est simple, on a tout à faire ensemble. Et je sais que maintenant, ça a beaucoup progressé. Les différences doivent s'accorder. Juste un dernier mot sur ce mot différence, et concernant les sens. S-E-N-S, quels sont vos sens? Vous avez des sens plus développés? J'imagine que les voyants, est-ce que ce serait plutôt l'ouïe, le toucher, tout en même temps? Je pense d'abord qu'il ne faut pas que je sois présomptueux là-dessus. Moi, je pense effectivement que, encore une fois, je trouve que je vois bien. Mais je m'amuse parce que j'étais en train de penser que Braille s'appelait Louis aussi. Non, Louis Braille, voilà. 1809-1852. Louis, bien sûr que c'est important, mais c'est aussi le respect de l'image. Et oui, parce que nous aussi, on a les images. Les images, elles nous arrivent par un autre canal, mais on a les images. Et c'est ce qui crée l'imagination. Et là, je crois qu'on est assez bon. Enfin, moi, je pense que je suis assez bon là-dedans. L'imagination, j'aime beaucoup ça. C'est un monde qui est ouvert. J'aime bien les mondes ouverts.
Ah, ça tombe bien, Gilbert Montagnier. Ça nous entraîne vers le deuxième mot que je vous propose, le mot liberté. Liberté. Liberté, bon, vous savez que c'est l'un des titres d'une chanson à moi. Eh oui, même l'album. Ouais, c'est vrai. Mais la liberté, ouais, c'est très important. J'ai toujours voulu ça. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai toujours voulu ça? Quand j'avais 3-4 ans, j'avais la chance, dans l'immeuble où on habitait, avec mes parents et mes frères et sœurs, rue des Pyrénées, 328, dans le côté moins riche de l'immeuble, il y avait deux côtés. Mais c'était très propre, c'était très bien, ça sentait bon la cire, l'escalier était en bois, ça sentait très bon la cire. Et sur l'étage, au 5e étage, il y avait 3 appartements. Donc il y avait le nôtre qui était tout à droite, et puis il y avait les 2 autres où je pouvais aller à n'importe quelle heure du jour et même de la nuit. J'étais toujours bienvenu, et c'était fantastique parce que j'avais comme 3 appartements. J'avais l'appartement du milieu, ben, c'était Nénette, que j'appelais Nénette, qui était comme une petite fée, parce que tous les matins, sur la porte, sur la poignée de ma porte, avant d'aller à l'école, je trouvais un petit paquet, un papier de soie, et dedans il y avait 2 gâteaux, de bonbons, des petits trucs comme ça. Et on n'en parlait jamais, mais moi je savais que c'était elle, tous les matins. Et puis dans l'autre appartement plus à gauche, il y avait monsieur et madame Chanteau. Monsieur Chanteau, il chantait tout le temps, c'est vrai. Il chantait Le temps des cerises, des chansons comme ça. Et lui, ben, c'était autre chose. Lui, il avait une boîte où il y avait une collection de papillons. Et quand j'étais sage, ce que c'était la plupart du temps, finalement, il ouvrait la boîte et il me faisait caresser les papillons. Et je trouvais ça intelligent, vraiment. Puis il avait une balance avec des poids et je m'amusais à lui deviner quel poids était-ce, quoi, de chaque poids pour poser sur le plateau. Ces gens-là avaient eu un enfant qui était très, 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 très handicapé. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Et voyant le désarroi de maman, paraît-il, il lui avait dit, mais madame, nous on donnerait tout pour avoir un enfant comme le vôtre. Alors ils étaient très gentils avec moi, très très gentils. D'ailleurs, encore une fois, les 2 appartements, j'ai reçu beaucoup de gentillesse, quoi, beaucoup de bienveillance. Mais pas de la bienveillance forcée, hein. C'était juste comme ça, quoi. C'était vraiment bien. Le mot liberté qui vous accompagne par la suite aussi. C'est vrai que je crois que vous alliez régulièrement avec vos frères et sœurs au cinéma. Oui. Et puis aussi, vous vous êtes envolé vers l'Amérique. Vous avez quand même vécu une bonne partie de votre vie, que ce soit aux États-Unis avec du jazz, du soul, et puis au Canada. L'Amérique, pays de la liberté? En tout cas, pour moi, c'était une liberté parce que j'allais pouvoir peut-être écouter la musique que j'aimais. C'est le rhythm and blues, la soul music, et tout ça qu'on entendait rarement en France. Et je me souviens de la première fois qu'on a pris, maman et moi, un avion pour New York. La première chanson que j'ai entendue, parce qu'il y avait déjà les casques quand même, hein, c'est pas un son comme on a maintenant dans les avions, mais eh bien, c'était Percy Sledge qui chantait « When a man loves a woman ». Vous vous rappelez, vous qui nous regardez « When a man loves a woman ». Yeah, c'est ça. Donc, j'ai compris depuis ce temps-là que les chansons ont une importance. C'est-à-dire que les chansons nous ramènent vers des épisodes de notre vie. Alors, bon, faut pas ça surjouer, mais il faut quand même pas sous-jouer l'importance qu'on a quand même. Il y a votre chanson « Perdue dans New York ». Oui, ouais, « Perdue dans New York ». New York, c'est une ville où heureusement les gens marchent. Ça, c'est bien. Parce que vous allez à Miami, par exemple, Miami, les gens ne marchent pas. Ils sont tous dans leur voiture et c'est une grande galère quand vous êtes seul et que vous avez besoin d'un renseignement, d'une info. Mais à New York, là, les gens marchent. Et moi, je me souviens,
j'habitais à un moment donné pas loin du Spanish Harlem, le Harlem hispanique. Et c'était les petits-enfants qui m'aidaient à traverser. Parce que les feux rouges étaient un peu dangereux. C'est-à-dire que quand on attendait au feu rouge, c'est là où on pouvait se faire peut-être attaquer. Hein. Donc les enfants étaient très bien avec moi. Ils me protégeaient. Vous voyez, encore une fois, avec l'enfance. Je m'entends bien avec les enfants. D'ailleurs, je vous le dis comme ça, mais j'allais dire j'en reviens pas, comme on disait à Ménilmontant. Hein, c'est l'expression qu'on dit plus, j'en reviens pas. Ben, j'en reviens pas du fait que sur scène, on a de plus en plus de très jeunes dans le public. C'est génial. On a vraiment des gens qui ont des enfants de 8 ans, 10 ans. On a aussi les centenaires. On a tous les modèles. Vous imitez bien. Pour conclure ce mot liberté, est-ce que tout de même vous vous êtes senti moins libre que d'autres? Alors, il y a une explication que je peux donner. Je me suis toujours senti proche du monde carcéral. Vous voyez, j'ai marqué un temps d'arrêt parce que même moi, ça m'étonne un peu. Mais c'est vrai que quand on était à l'école, à l'Institut national des jeunes aveugles, qui, je vous le donne en mille, est situé boulevard des Invalides, ça m'a toujours amusé ça, l'Institut national des jeunes aveugles, eh bien, à l'époque, on ne pouvait pas sortir comme on voulait. C'est-à-dire que quand on était interne, ben, on ne sortait pas, puis point, on sortait que le jeudi, le mercredi soir. Et nous, on fantasmait de faire le mur, en fait. On fantasmait d'aller au-delà des murs. Et figurez-vous que ma carrière m'a donné l'opportunité de réaliser certaines envies, c'est-à-dire notamment d'aller jouer en prison. Ça m'est arrivé. Parce que je pense que la petite lumière, la lumière intérieure, n'est jamais éteinte et qu'il y a quand même une chance de se refaire une vie, quoi. Mais il faut le vouloir. Le problème, c'est que les détenus d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a très longtemps. Je veux dire par là qu'avant, on acceptait de payer sa peine quand on avait été attrapé. Mais maintenant, les jeunes détenus, souvent, c'est pas du tout ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a un nombre de récidives incroyable. Vraiment. Et donc, c'est différent. Mais, ouais. Alors, est-ce que je me suis déjà senti privé de liberté? Non. Non et oui. Dans le sens où, effectivement, avant qu'il y eut les feux rouges sonores, j'ai beaucoup travaillé pour ça, d'ailleurs, je le dis parce que ça ne se sait pas, ça fait peur de traverser une rue. Et quand on confie sa destinée de quelques secondes à n'importe qui, finalement, quelqu'un passe, et s'il veut bien s'arrêter, parce que quand il pleut, c'est très difficile, les gens passent comme s'ils ne vous voyaient pas, comme si vous n'existiez pas. Et donc, vous leur dites, s'il vous plaît, et puis vous entendez qu'ils continuent à marcher. Donc, il faut avoir une certaine dose d'humour pour bien le prendre, parce que quand même. Et, mais je veux dire par là, j'ai toujours accepté, moi, l'aide qu'on m'a proposée, même quand je savais très bien où j'allais. Parce que j'ai toujours compris qu'on était le premier, souvent, que les gens voyaient. Et que c'était très important qu'on laisse une image ouverte et positive. Parce que sinon, ils n'aideront plus jamais personne d'autre. Mais c'est vrai que quand je traverse avec quelqu'un que je ne connais pas, des fois je me dis, hey, va savoir qui est-ce, va savoir regarder la jeune fille fantastique, mais elle est mignonne, hein, moi je ne lui en veux pas, mais qui m'a permis de faire une chute de 2 mètres, là, sur scène. Finalement c'est ça, elle n'a pas fait attention. Je lui ai dit, viens, on va vers le piano, elle m'a amené sur le ras-bord de la scène et je ne pouvais pas le savoir, donc voilà. Mais les voyants sont des distraits. Ils sont très distraits, les voyants, vraiment. Par exemple, souvent, ils vous disent droite en pensant que c'est à gauche. C'est dangereux pour nous, hein. Ah oui. Ah oui, bien vraiment, sûr. vraiment. Ou alors, non, je vais vous dire un truc quand même avant de vous dire. Quand on fait tomber quelque chose, souvent on nous dit, c'est là. Mais c'est là, c'est où? Ça ne veut rien dire.
C'est là, faut donner un peu. On a besoin d'un peu plus d'informations. On est demandeur. Quelques indications, bien sûr. Troisième mot, Gilbert Montagnier, le mot ange. Ah, j'aime bien. Alors, ange. Mais je crois que si on en est conscient, et si on ouvre son cœur, si on ouvre son âme, eh bien, peut-être qu'on peut comprendre qu'on peut avoir un ange au-dessus de nous qui nous aide. Et pourquoi pas? Pourquoi il y aurait que des problèmes, en fait? Il y a aussi beaucoup de solutions. Moi, j'aime bien penser à une chose comme ça. Puis les anges, ça se voit pas. C'est bien, moi, ça me va bien. Ça se ressent. J'aime beaucoup cette idée-là. Vous avez bien fait de me parler de ce mot-là, parce que ça me plaît bien. Même le son est beau, ange. C'est beau. C'est ouvert, ça s'envole. J'aime bien. Ces anges qui sont auprès de vous, il y en a beaucoup? Ah ben, il y a tous les modèles, hein. Il y a des anges rock and roll, il y a des anges. Il y a ce professeur de médecine aussi qui était angélique. Oui, professeur Minkowski, qui a été fantastique. D'ailleurs, il a à son service accouché votre maman et qui a révélé votre cécité, mais avec une telle, bravo. Oui, il a le diagnostic de la déficience d'un enfant est très important. Comment on l'annonce aux parents? Il ne faut pas cacher les vérités, bien sûr que non. Mais si vous avez un docteur ou un professeur qui dit à la maman, enfin aux parents, oh ben votre fille ou votre fils, il ne remarchera plus, vous savez, faites ce que vous pouvez, hein, mais bon, c'est comme ça, puis voilà. C'est terrible, quoi. Lui, donc il a dit à maman, oh, vous pleurez aujourd'hui, vous verrez, vous viendrez me remercier demain. Et moi, je l'ai remercié. J'ai pu le remercier dans l'émission de télé, je ne savais pas que j'allais le rencontrer. Et il m'a dit que je l'avais déculpabilisé parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents de la sorte dans ces années 51. Et il s'est trouvé qu'au service des grands prématurés à Paris, l'hôpital Port-Royal, eh bien, il a son service. C'est le service du professeur Minkowski. J'en ai eu de la chance quand j'y pense. Hein. Vraiment. Je pense ça. Vous avez le sentiment d'avoir eu de la chance? Oh ben oui, mais j'ai surtout l'envie de connaître mes nouvelles chances. Parce que, attends, j'ai pas envie que ça s'arrête là. Oui, c'est vrai, j'ai quand même eu beaucoup de chance. La chance de reconstruire ma vie aussi, de rencontrer mon épouse Nicole, je veux dire, ça a été une grande chance. Ça résonne d'ailleurs avec ce quatrième mot, peut-être, probablement, le mot lumière. Alors, la lumière. La lumière, moi, encore une fois, je suis très attaché à la lumière intérieure, à ce qu'on dégage comme lumière pour rendre le monde un peu meilleur. Moi, je crois en ça. Et puis, alors la lumière électrique, quand j'étais tout petit, je la voyais plus que maintenant. Plus souvent, disons. J'avais des épisodes comme ça de flash de lumière. Ça m'arrive encore, rarement, mais ça m'arrive. Ça ne dure pas longtemps. Hein. Mais rassurez-vous, ça ne me dérange pas du tout quand elle n'est pas là, la lumière, parce que j'ai l'autre. Donc ça va très bien. Mais j'avais peur de certains bruits. Il y avait le bruit d'un néon. On avait dans la salle à manger un néon qui avait une fréquence que je n'aimais pas du tout. Hein. Ça, je n'aimais pas du tout ça. Et il y a des fréquences, oui, qui sont gênantes des fois. Mais la lumière, je crois que... Il me semble que vous, les voyants, vous ne faites pas assez cas peut-être de cette lumière, parce que c'est normal pour vous d'avoir la lumière. Mais remarquez, ceci étant dit, moi c'est normal pour moi aussi d'avoir ma lumière. Donc finalement, je corrige. Non plus, j'en fais pas assez cas de cette belle lumière qu'on a, nous, enfin que j'aime en tout cas, en tant que non-voyant. J'aime ça. Elle ressemble à quoi, cette lumière intérieure? Si on parle de spiritualité. Cette lumière intérieure, c'est comme si
on me racontait le monde, mais d'il y a très longtemps. Un récit sans parole, mais plein. C'est pas creux, quoi. C'est vraiment plein d'aventures, d'histoires. Et c'est pour ça que je me sens très sûr, quand je parle de rapprochement, que le christianisme a avec le judaïsme. C'est très important. C'est très important. Moi, j'adore les églises. J'adore les églises, j'adore l'odeur de l'encens, j'adore la musique liturgique. À l'école, on avait des brillants compositeurs, des maîtres organistes, Jean Langlais et Gaston Littèze. Et moi qui vous parle, j'ai participé avec la chorale de l'école, de l'Institut national des jeunes aveugles. On enregistrait toutes les messes pour France Culture. Ouais, c'était génial. Sur partition braille, j'ai fait du chant grégorien, ça m'a beaucoup intéressé. Donc dans ce que je dis, il n'y a jamais quelque chose de négatif vers les autres. Non. Cette lumière dont on parle, est-ce que vous voyez cette lumière à la fin, dans l'au-delà? Comment percevez-vous cet autre monde, ce passage? Ben je perçois avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'enthousiasme. La mort n'est pas la fin de la vie. La mort est le début de l'autre. Et moi, je crois que ça va être très excitant. Je ne m'inquiète pas du tout. Dans le sens où, bon, ce qui doit être un peu dur, qui doit être très dur, c'est en s'éteignant, on va quitter de très proche les gens qu'on aime. Ça, c'est évidemment très dur. Mais je crois que pour bien vivre l'après, il faut d'abord vivre le maintenant avec beaucoup de confiance et se préparer à cette transition de laquelle nous ne sommes jamais préparés, de toute façon. Mais c'est comme les bonnes surprises. Et pourquoi on n'aurait pas les bonnes surprises? Pourquoi ça devrait être que, comme on nous a expliqué, les ténèbres? En plus, les ténèbres, moi, je ne sais même pas ce que c'est. De toute façon, le noir, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça ne m'inquiète pas du tout. Il peut faire noir, ça ne me dérange pas. Vous êtes un irrémédiable optimiste. Ouais. De la naissance à la mort la plus lointaine possible, mais en tout cas, on l'entend. Oui. Elle est communicative, cette joie que vous manifestez. Oui, je veux préciser que ce n'est pas de la naïveté, c'est que vraiment, je crois au possible. Je crois au possible pour le mieux. Ouais, moi, je crois au possible pour le mieux. Et donc, ça laisse de grandes portes toutes ouvertes. Et quand je pense, jusque-là, en tout cas dans ma vie, j'ai eu tellement de possibles que je dois remercier. Et je remercie, d'ailleurs. Je remercie la vie qui m'a pris dans ses bras et qui m'a conduit vers de très beaux horizons. Vraiment. Merci, Gilbert, pour ce partage. Je reviens auprès de vous. Ah, d'accord. Pour la conclusion. À tout de suite. À tout de suite. Gilbert, je suis de nouveau en face de vous. Oui, on dirait bien, hein. Est-ce que vous entendez les différences de voix, de son, la proximité? Ah bah total, ouais. C'est très important. La hauteur d'un plafond, par exemple, dans une pièce. Ah oui. Ah bah oui, bien sûr. C'est très important. Là, vous sentez qu'il y a quand même un petit peu de hauteur, mais en même temps un plafond enveloppant. Oui, c'est ça. Mais la position, pour moi, des visages est très importante. Ouais. Et ça s'entend non seulement par la voix, Ouais. mais par l'espace qu'occupe votre visage dans l'air. Ça s'entend, ça. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que même si on ne parle pas, si je suis concentré,
je peux très bien savoir où vous êtes. C'est vrai que il y a 13 ans, lors de la dernière émission, vous parliez d'une voix qui rebondit sur le visage. Je trouvais ça joliment dit. Et Ouais, ça mais c'est donne ça. une idée un peu de comment fonctionnent les particules, les résonances, et vous Ouais. êtes le réceptacle de tout ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire à la fois j'entends, je peux positionner où vous êtes, mais aussi j'entends les murs qui sont par là-bas, derrière. Ouais. J'entends tout ça. J'aime bien. C'est Vous mon entendez 360. au-delà aussi? Ah, Ah, là, faut quand même pas être trop présomptueux là-dedans. Hein. Non, l'au-delà. Ben, j'espère surtout que l'au-delà m'entend. C'est mieux. oui, qu'entendre des voix. Je vous ai proposé 4 mots. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a peut-être un peu plus marqué que les autres? Je vous les rappelle. Différence, liberté, ange et lumière. Non, mais moi j'aime bien tout ça. Hein. Ça me Les correspond. 4, ça vous correspond? Ah ouais, tout à fait. Tout Ça à vous fait. parle? Non, non, bien sûr. D'ailleurs, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que vous qui nous regardez, eh bien, vous avez passé aussi un beau moment avec Marie et moi-même. D'ailleurs, je Surtout veux vous avec dire Gilbert que Montagnier, bien sûr. il y a la dernière fois, quand on a fait l'émission, on a eu de très très beaux retours par mail sur mon site qui est gilbertmontagne.com. C'est facile, c'est pratique. Gilbert Montagnier, montagne. Ouais. Vous aimez la montagne? Ah oui, j'aime bien la montagne. Ouais. Des fois, je fais un peu de ski, j'aime bien ça. J'aime bien toucher la neige. Et puis, j'aime bien la fondue. Ah oui. Mais il faut que ça soit bien fait. Ça, en matière culinaire, moi, j'aime bien les bons produits. J'aime pas les trucs tout faits. Non, j'aime pas trop. Hein. Oui. Non. C'est pour ça que vous avez... Ouais, on revient sur l'essence, mais il doit y avoir une subtilité, une densité que vous avez, vous, en voyant, que nous, voyants, n'avons pas. Que ce soit le goût, l'ouïe, le toucher. Le toucher aussi, là, cette émission était quand même très riche. Après que vous aviez des animaux empaillés. Alors, j'adore les animaux empaillés. Bien Et, sûr. et vous parliez en début d'émission que vous aimiez toucher les plantes aussi. Oui, bien sûr. Il y a un sens quand même qui prédomine sur les autres. Oh, je sais pas, j'ai jamais Non, fait c'est le ça. classement, mais ouais, mais j'aime bien sûr le toucher. Puis les papilles, c'est important quand ouais, on bah goûte oui. des mets, que ce soit bien fait. J'ai beaucoup de respect, moi, pour les gens qui font bien ce qu'ils font, en général, quoi. Mais les chefs qui méritent leur renommée, je trouve ça très bien. Est-ce que vous êtes plus exigeant que les autres? Écoutez, moi, les autres, je les connais moins hein, que moi. Je suis assez exigeant, ouais, c'est vrai. Mais bon, sympathique quand même. Ah bah ça, c'est sûr. Et les enfants vous aiment aussi. Oui. Et vous les aimez. Oui. Ouais. Je rappelle le titre de votre dernier livre-disque, on peut dire ça comme ça, avec un CD. Il y a peut-être des éléments aussi sur Internet. Absolument, il y a un QR code aussi. Il y a les QR codes, il y a de toute façon maintenant. Ça, vous aimez bien Ah oui, j'adore. ce que vous disiez aussi. L'intelligence geek. artificielle, ça vous inquiète pas? Ça me plaît beaucoup. Non, ça ne m'inquiète pas. Vous savez, c'est comme le feu. Soit ça réchauffe, soit ça brûle. Ça dépend comment on fait. Mais non, je suis assez passionné par ChatGPT 4o. Ah oui? Oui, j'aime bien. Et on peut lui parler exactement comme on est en train de parler maintenant. Et elle vous donne des renseignements extraordinaires. Des trucs futiles et des trucs très, très profonds. Quoi. Ça ne vous inquiète pas? Bon, non. Sur la place de l'homme, peut-être déjà dépassé par la machine? Ça prendra quand même un petit temps, mais Ça va non, vite. moi je fais confiance à l'homme aussi. On s'adapte. Ce qu'il faut, c'est savoir muter. Il faut savoir muter. Voilà. Ça, c'est important. Mais on a cette possibilité de muter. Donc tout va bien. De muter. Ouais. Oui. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Moi, depuis le début de ma vie, je m'adapte. Ouais. Et rester jeune. Ouais, ça va bien. Il n'y a pas de problème. Allez, on conclut avec, justement, les jeunes. Je boucle la boucle en reparlant des enfants.
On chante, on danse avec Gilbert Montagné, aux éditions Fleuris. Livre-disque, 10 comptines chantées, dont 5, dont Gilbert est l'auteur et le compositeur. Ouais. J'ai tout jolies chanté, chansons. puis pour vos petits bébés. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu Vous faire ça. disiez de 1 à 4 ans, Oui, un truc voire comme ça. au-delà, Ouais. parce que c'est très agréable. Ben oui. Merci beaucoup, Gilbert Montagné, merci, pour votre Marie. Belle présence. Ok. Je vous embrasse toutes et tous. Nous vous embrassons aussi. Je parle au nom des téléspectateurs de KTO. Je vous embrasse. À très vite. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, vous pouvez revoir l'émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine. Bye. Bye.